Il a commis l'irréparable, condamné à perpétuité. Il est sorti au bout de 23 ans. 2 ans plus tard, il a de nouveau été incarcéré pour des crimes commis avant sa première arrestation. Encore 2 ans après, il était de nouveau libre. La boucle était bouclée. Tous ceux qui connaissaient bien Sonia Forsyth n'en finissaient pas de s'étonner de la façon dont cette jeune fille alliait beauté et intelligence. La nature l'avait généreusement gâtée. Son intelligence était remarquablement développée. La maturité de sa pensée la distinguait de ses camarades à un point tel que cela semblait parfois déplacé. Pourtant, son caractère restait étonnamment doux et sentimental. Elle préférait la chaleur du foyer aux fêtes bruyantes des adolescents. Il suffisait qu'elle soit séparée de sa famille pour un court instant pour que la nostalgie l'envahisse déjà. Elle vivait dans la partie nord de Belfast, en Irlande. Sa mère, Audrey, avait refait sa vie avec un nouveau partenaire au début des années 90, sa relation avec le père biologique de Sonia étant terminée. Outre Sonia, la famille comptait une autre fille plus jeune, issue d'une précédente union d'Audrey. Ils vivaient tous les 4 sur Sydney Street West. Le quartier était calme et paisible. Les gens se connaissaient de vue et se saluaient dans la rue. Les magasins du coin, des visages familiers derrière les comptoirs. Le physique de Sonia poussa sa mère à l'inscrire dans une école de mannequinat. Audrey était convaincue que sa fille pouvait se construire une carrière dans ce domaine ou un secteur connexe. Elle voyait comment Sonia se tenait devant l'objectif, avec quelle aisance elle souriait, sans jamais perdre contenance. Bien que l'écolière fût casanière, elle avait des amis. Elle nouait facilement des contacts, mais gardait un cercle d'amis restreint, uniquement des personnes de confiance. En semaine comme le week-end, Sonia sortait souvent pour les retrouver et s'amuser, mais ne rentrait jamais tard. Elle ne passait jamais la nuit chez ses amis, même lorsqu'on l'y invitait. Le 30 juin 1991, tôt le matin, Sonia se rendit chez son amie. Elle avait convenu avec ses parents d'être à la maison pour le dîner. Vers 6 heures du soir, elle est apparue, a dîné avec tout le monde, puis est ressortie vers 7 heures en promettant de revenir vite. Audrey se souvient de sa fille lui faisant un signe de la main depuis le seuil, un geste banal, un soir banal. La famille Forsyth ne semblait avoir aucune raison de s'inquiéter. Leur quartier avait toujours été calme et paisible, sans aucune criminalité. Les voisins laissaient leurs vélos devant les entrées. Les plus jeunes jouaient dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Mais ce dîner avec Sonia fut le dernier. La soirée d'été s'étirait nonchalamment. La lumière tardait à s'éteindre. L'air était chaud. On entendait des voix venant de la rue. Sonia devait bientôt rentrer, elle ne comptait rester chez son amie que quelques heures. L'heure convenue passa. La jeune fille n'était toujours pas là. D'abord, Audrey se contenta de regarder l'heure. Puis, elle s'approcha de la fenêtre. La rue était vide. La mère sentit immédiatement l'angoisse monter, sans pour autant céder à la panique. Ce n'était absolument pas dans le caractère de sa fille de ne pas tenir ses promesses. Le sens des responsabilités était l'un de ses principaux traits de caractère. Audrey commença à appeler les amis chez qui l'écolière aurait pu se rendre. Un premier numéro, un deuxième, un troisième. Sonia était introuvable. Les jeunes filles répondaient, surprises. Non, elle n'était pas venue, n'avait pas appelé, n'avait rien dit. Quelques heures de plus s'écoulèrent. La nuit était complètement tombée. Audrey ne pouvait plus contenir son inquiétude. Elle contacta la police pour signaler la disparition de sa fille. Sa voix tremblait en décrivant ses vêtements. Un jean noir, un pull bordeaux, des chaussures blanches. Les agents de service tentèrent de la calmer avec les phrases habituelles. L'écolière allait bientôt réapparaître. Elle s'était sûrement attardée avec des amis et avait oublié l'heure. La femme rejeta tous ses arguments. Elle insistait. Un tel comportement était absolument inhabituel pour Sonia. Elle n'était pas seulement inquiète, elle savait. L'instinct maternel, que les mots ne sauraient tromper. Elle sentait que quelque chose de grave était arrivé. Heureusement, elle réussit à convaincre les policiers. Les recherches commencèrent la nuit même, bien que les moyens fussent limités par l'obscurité. Les lampadaires n'éclairaient que des portions de rue, les cours restaient dans l'ombre. L'opération ne se déploya à pleine capacité qu'au matin, avec le lever du jour. Le quartier où vivaient les Forsyth était compact. Des zones résidentielles, des immeubles d'appartements, des rues étroites. Les rumeurs se propagèrent à la vitesse de l'éclair.
Une voisine en parla à une autre, qui le répéta, et à midi, toute la rue était au courant. De plus, beaucoup de gens dans le quartier connaissaient Sonia de vue, une jolie jeune fille aux cheveux sombres, toujours polie. Ajoutons à cela que la criminalité y était minimale. La disparition d'une écolière devint instantanément le principal sujet de conversation pour tous les habitants. D'un côté, cela risquait de générer un flot de conjectures et de fausses dénonciations susceptibles de mener l'enquête sur une fausse piste. Quelqu'un pouvait se souvenir de quelque chose qui n'avait jamais eu lieu, un autre de confondre une autre jeune fille avec Sonia. D'un autre côté, cela offrait la possibilité que des témoins dotés d'informations réellement précieuses se présentent au commissariat. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait entendu, quelqu'un avait remarqué un détail. Malgré les risques, la famille décida de faire appel à la presse locale. La disparition de Sonia fit la une des journaux. Audrey fournit une photo de sa fille. Sur la photo, Sonia souriait, regardant droit dans l'objectif, et décrivit en détail les vêtements qu'elle portait en quittant la maison le soir du 30 juin 1991. Cheveux sombres jusqu'aux épaules, yeux marrons, jean noir, pull bordeaux, chaussures blanches. Son apparence était marquante, ce qui semblait devoir aider. Cependant, presque aucune information utile ne fut communiquée. La communauté locale apprit la nouvelle quasi instantanément, mais les réactions furent extrêmement rares. Les gens lisaient les journaux, en discutaient dans leur cuisine, mais n'allaient pas à la police. Les habitants avaient peur. Si une telle chose pouvait se produire ici, dans ce quartier tranquille, alors personne n'était en sécurité. La passivité fut si marquée que, dès le 18 juillet, les enquêteurs exprimèrent publiquement leurs craintes pour la sécurité de la disparue. Ces mots furent prononcés officiellement lors d'une conférence de presse. Les détectives se tenaient devant les caméras, choisissant leurs mots avec prudence, mais le message était clair. Le temps passe, les chances s'amenuisent. Mais même cela ne fit pas avancer l'affaire. Tous les signalements étaient vérifiés. Certains appelaient, d'autres venaient en personne, mais rien de substantiel n'était trouvé. Les proches rejetaient catégoriquement la thèse de la fugue. Sonia n'avait aucun conflit familial. Audrey le répétait sans cesse aux détectives, passant en revue dans sa mémoire les derniers jours, les dernières conversations. Elle entretenait des relations chaleureuses avec sa mère, sa sœur et son beau-père. La jeune fille ne se disputait pas, ne claquait pas les portes, ne partait pas les poings serrés. Son caractère n'était pas conflictuel et elle n'avait aucune tendance à la fugue. Avant ce jour fatidique du 30 juin, rien de tel ne s'était jamais produit. Cette circonstance était étrange pour une disparition, mais elle permettait d'espérer que la jeune fille allait bien. Peut-être que quelqu'un l'avait trompée, peut-être était-elle quelque part, désemparée, ne sachant comment rentrer. Peut-être. Les policiers en furent définitivement convaincus lorsqu'Audrey leur raconta que peu de temps avant les événements, elle avait acheté à sa fille toute une garde-robe de vêtements neufs, des robes, des jupes, des chemisiers que Sonia n'avait même pas encore vraiment essayés. Cependant, elle ne les avait jamais portés. Les vêtements étaient suspendus dans l'armoire, intacts, avec leurs étiquettes. De toute évidence, elle ne préparait pas une fugue. La mère, attendant avec impatience et angoisse la moindre nouvelle, partageait tout ce qu'elle savait avec les enquêteurs. Parfois, elle répétait la même chose, essayant de se souvenir d'un détail qu'elle aurait pu omettre. Les détectives passaient au peigne fin l'entourage proche de Sonia, méthodiquement en suivant une liste. Ils interrogèrent tous les membres du cercle restreint de la jeune fille, amis, parents, camarades de classe. Ils prenaient des dépositions, comparaient les versions. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. Tous disaient la même chose. Sonia n'était pas du genre à disparaître sans laisser de traces. Les amis chez qui la disparue comptait se rendre après le dîner affirmèrent qu'elle n'était jamais venue. Elles avaient attendu, regardé par la fenêtre, puis avaient pensé que ses plans avaient changé. À l'époque, personne n'avait encore de téléphone portable, il était donc impossible de la localiser. Pas de message, pas d'appel, aucune trace. Les jeunes filles s'étaient simplement promenées ensemble avant le dîner et étaient rentrées chez elles. Elles ne s'étaient pas revues.
Leurs dires furent confirmés par d'autres témoins, ceux qui avaient vu le groupe de filles dans la journée, avant que Sonia ne rentre dîner. Hormis la précision de l'heure, ces informations n'apportèrent rien de nouveau. Sonia avait quitté la maison vers 7 heures du soir et s'était volatilisée. Dès le mois de juillet, on commença à suspecter un enlèvement. Les enquêteurs prononçaient ce mot avec prudence, mais il flottait lourdement dans l'air. Cependant, la famille ne reçut aucune demande de rançon. Le téléphone restait silencieux, la boîte aux lettres était vide. Plus le temps passait, plus l'espoir de retrouver l'écolière vivante s'amenuisait. Une unité spéciale fut formée, composée des détectives et officiers les plus expérimentés, des hommes d'expérience dotés d'un flair certain. On sélectionna en priorité ceux qui étaient familiers des cas d'enlèvement, qui savaient comment pensent les ravisseurs, où regarder, quoi demander. Plusieurs équipes de recherche, des dizaines de volontaires, des habitants qui ne pouvaient rester les bras croisés et même des maîtres chiens avec leurs chiens dressés ratissaient le territoire de la ville. Les chiens tiraient sur leurs laisses, reniflaient le sol, l'herbe, les coins des maisons, sans résultat. La zone de recherche fut élargie. Désormais, en plus des rues de Belfast, on vérifiait les banlieues et les quartiers voisins. La carte sur le mur du commissariat se couvrait d'épingles. Ici, on a cherché, ici, on est passé, ici, il n'y a rien. Durant cette période, plusieurs autres déclarations officielles furent faites. Les forces de l'ordre en étaient convaincues. Sonia n'avait pas fugué, elle avait été enlevée. Ils l'affirmaient désormais sans détour. Le 19 juillet, la police avait une nouvelle piste intéressante. Peu avant la disparition de la jeune fille, les fanfares de Belfast avaient commencé à se rassembler pour une petite tournée thématique en Écosse. Musiciens, tambours, drapeaux, un spectacle coloré qui attirait les foules. Selon ses proches, Sonia avait toujours manifesté un vif intérêt pour eux. Elle s'arrêtait pour regarder les répétitions, s'attardait lorsque les fanfares défilaient dans les rues. Le jour de sa disparition, environ 60 fanfares se sont rendus en Écosse pour participer à un festival de musique. Le ferry, la traversée, la foule sur le quai. On a supposé que Sonia aurait pu partir avec eux, impulsivement, sans réfléchir, emportée par le moment. Il était étrange que la jeune fille n'ait prévenu personne et soit partie sans ses affaires. Mais tous se raccrochèrent à cette piste comme à une bouée de sauvetage. C'était au moins quelque chose. Au moment où cette piste apparut, la plupart des musiciens étaient déjà rentrés. Ils furent interrogés directement sur le quai. On leur montra la photographie. Sonia ne se trouvait pas parmi eux. Personne ne se souvenait d'une jeune fille aux cheveux sombres. Personne ne l'avait vue sur le ferry. On s'attendait à ce que les autres arrivent dans les jours suivants. La famille accepta volontiers cette théorie, espérant qu'elle aiderait à retrouver la disparue. Audrey imaginait sa fille quelque part en Écosse, peut-être effrayée, ne sachant comment rentrer, craignant d'être punie. Outre l'intérêt de la jeune fille pour les fanfares, l'Écosse était à cette période un véritable aimant pour la jeunesse, en raison de ses nombreux concerts et événements musicaux. L'ambiance de fête, la foule, la liberté. Bien qu'un tel acte fût inhabituel pour la jeune fille, sa mère attendait avec espoir le retour du ferry d'Écosse. Selon les détectives, c'était le dernier sur lequel la disparue aurait pu se trouver. Les équipes de recherche contrôlaient toutes les approches du port, vérifiaient les arrivants. Ils se tenaient là avec les photos, scrutant les visages de ceux qui descendaient la passerelle. Malheureusement, les espoirs furent déçus. Sonia n'était pas sur ce ferry. Les passagers descendaient, prenaient leurs sacs, se dispersaient, et parmi eux, il n'y avait pas de jeune fille aux cheveux sombres. Néanmoins, la rumeur selon laquelle la jeune fille avait fugué pour aller s'amuser en Écosse fut volontiers reprise par l'opinion publique. Les gens préféraient cette version, plus douce et rassurante que l'idée d'un enlèvement. Dans les jours qui suivirent, plusieurs témoins se présentèrent au commissariat. Ils affirmèrent avoir vu, dans une petite ville écossaise du littoral, à environ 20 km de Belfast, une jeune fille ressemblant beaucoup à la description de Sonia. Elle se tenait devant un magasin, ou marchait dans la rue, ou était assise sur un banc. Les détails étaient flous, mais tous en étaient certains. La famille Forsyth et la police eurent un regain d'espoir que l'écolière soit vivante.
Ces pistes furent vérifiées, des agents furent envoyés sur place, interrogèrent les habitants, montrèrent les photos. Mais aucune preuve ne vint étayer cette théorie. Les détectives ne purent même pas confirmer que Sonia se soit jamais trouvée dans cette région. Aucun vendeur, aucun passant ne l'a reconnue sur la photo. L'équipe de recherche continuait de ratisser les régions d'Irlande. Le 23 juillet, le chef des opérations déclara que les quartiers de Shankill, Woodvale et Holt Park avaient été entièrement fouillés, mais sans nouvelles pistes. Il énumérait les noms des quartiers, les marquait sur la carte, cochait des cases. Sonia semblait s'être volatilisée. À la même période, une campagne d'affichage fut menée dans divers quartiers de Belfast. Des volontaires parcouraient les rues avec des rouleaux de papier, de la colle et des escabeaux. Le visage de Sonia regardait depuis les lampadaires, les murs des magasins, les panneaux d'affichage. Malheureusement, cela non plus n'apporta aucune information précieuse. Les gens regardaient, secouaient la tête et passaient leur chemin. Les semaines de silence angoissante se transformèrent en mois d'attente et d'anxiété. Audrey devait continuer à vivre, sans comprendre ce qui était arrivé à sa fille aînée. Réveiller celle qui était sous sa protection, préparer le petit déjeuner, aller au magasin, des gestes ordinaires qui semblaient désormais dénués de sens. Durant cette période, la mère se concentra sur sa plus jeune pour tenter de se distraire. Elle jouait avec elle, lui lisait des livres, la couchait. Bien sûr, cela n'aidait que faiblement. Ses pensées revenaient toujours à Sonia. Même si aucune information sur Sonia n'était parvenue en janvier 1992, la femme espérait toujours que sa fille était vivante et qu'elle avait simplement fugué. Elle se raccrochait à cette pensée. Lors d'une nouvelle apparition à la télévision, caméra, lumière vive, microphone, Audrey avoua que presque chaque nuit, elle faisait le même cauchemar. Le détective menant l'enquête frappe à sa porte, puis lui demande de venir pour une procédure d'identification. Elle parlait à voix basse, de manière décousue, avec des pauses. Les témoins potentiels restaient silencieux. Il n'y avait même plus de fausses pistes pour les recherches, juste le silence. Le téléphone ne sonnait pas, personne ne frappait à la porte, personne ne prenait contact. La mère espérait recevoir une carte ou une lettre pour les fêtes de fin d'année où sa fille lui dirait où elle était et ce qui lui était arrivé. Elle vérifiait la boîte aux lettres tous les jours, parfois 2 fois par jour. Elle l'ouvrait, regardait à l'intérieur, vide. Cependant, ses espoirs non plus ne se réalisèrent pas. Finalement, dans les derniers jours de janvier 1992, une nouvelle information apparut. Les parents d'une jeune fille, dont le nom ne fut pas divulgué pour des raisons de sécurité, se présentèrent au commissariat. Elle était venue avec sa mère, parlait à voix basse, le regard fixé au sol. Elle déclara avoir été victime de tout un réseau de personnes qui abusaient de la vulnérabilité des plus jeunes. Le témoignage de la jeune fille déclencha l'une des plus grandes enquêtes sur des cas de mauvais traitement envers les plus jeunes jamais menées dans toute l'histoire de l'Irlande du Nord. La victime raconta qu'il existait plusieurs maisons dans la région de Belfast utilisées en permanence pour infliger de mauvais traitements aux plus jeunes. Elle avait du mal à donner les adresses, se trompait dans les numéros, mais une liste fut finalement établie. Elle nomma plusieurs hommes adultes impliqués dans toute une série de crimes. Cela durait depuis environ 1 an et demi. La chronologie coïncidait avec la période de la disparition de Sonia. L'une des maisons mentionnées par la victime se trouvait à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où notre protagoniste devait retrouver ses amis. Littéralement au coin de la rue, dans le pâté de maison voisin. Selon plusieurs témoins, il l'avait vue ce soir-là, ou quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Lorsque les détectives arrivèrent et perquisitionnèrent les lieux, ils trouvèrent de nombreuses photographies de jeunes filles dans des tenues légères. Les clichés se trouvaient dans des tiroirs, des dossiers, certains négligemment éparpillés sur une table, ainsi que d'autres preuves confirmant les dires de la jeune victime. Un homme fut arrêté pour des faits très graves commis sur 2 jeunes filles. On l'emmena menotté sous le regard des voisins qui épiaient par leurs fenêtres en échangeant des regards. Le soupçon qu'il ait fait de ces agissements une pratique systématique ne fut pas confirmé. Les autres personnes impliquées dans l'affaire furent contrôlées, interrogatoires, alibis, témoins, puis relâchées.
On vérifia minutieusement l'implication possible du suspect dans la disparition de Sonia Forsyth. On l'interrogea directement, lui montrant la photo, exigeant des réponses. Les crimes de l'homme arrêté devinrent encore plus médiatisés que la disparition de Sonia. Les journaux arboraient des titres chocs, la télévision diffusait des reportages. On pensait que la jeune fille aurait également pu être une victime de ces criminels. La version semblait logique. Une des voisines de l'homme condamné déclara avoir vu la disparue passer non loin de sa maison le jour fatidique. Elle s'en souvenait car elle avait remarqué la jeune fille. Jolie, marchant seule, il commençait à faire sombre. Cependant, la période qu'elle indiquait ne coïncidait pas avec l'heure de la disparition de l'écolière. Le voisine l'avait vue plus tôt, dans la journée, alors que Sonia revenait de sa promenade avec ses amis. Elle ne put jamais confirmer sa présence le soir de sa disparition. Ses suppositions furent vérifiées. Malgré tous les efforts des détectives, il fut impossible d'établir un lien avec l'affaire Sonia Forsyth. Les preuves manquaient, les témoignages étaient vagues, rien ne concordait. L'enquête était de nouveau au point de départ. Les mois angoissants pour Audrey se transformèrent en années. La vie continuait, mais comme au ralenti, dans un brouillard. Ce n'est qu'en 1996 qu'une avancée se dessina. En mars, les forces de l'ordre en charge de l'affaire annoncèrent qu'elles avaient décidé de réexaminer le dossier de l'écolière disparue. Elles exhumèrent les archives, dossiers poussiéreux, feuilles jaunies, vieilles photographies. Les maigres indices furent réanalysés, les anciens témoins recherchés, appelés, visités. L'une des raisons de ce regain d'activité des autorités était l'arrivée de nouvelles techniques d'analyse ADN, auparavant indisponibles. La technologie avait progressé, offrant de nouvelles possibilités. On pensait que quelque chose d'important avait pu être manqué lors des premières recherches et qu'il était maintenant possible de le vérifier. Des traces de fluide, des cheveux, des empreintes, tout cela pouvait être réexaminé. Le 19 mars 1996, vers 1h du matin, un appel parvint au service de secours de Belfast. La voix au bout du fil tremblait. Une témoin effrayée signala un incendie qui s'était déclaré dans l'un des appartements d'un complexe résidentiel, dans une rue située à quelques centaines de mètres de la maison des Forsyth. L'incendie alarma tous les habitants du quartier. Les gens sortirent en peignoir et en chaussons, certains portant les plus jeunes. Ils observaient la scène avec horreur. Les fenêtres rougeoyaient, une épaisse fumée noire s'échappait. En quelques minutes, les pompiers arrivèrent. Sirènes, ordres criés, bruit de l'eau. Le feu fut maîtrisé avant qu'il ne se propage aux bâtiments voisins. En réalité, personne ne fut blessé et les dégâts causés par cet incident s'avérèrent minimes. Fait curieux, après avoir inspecté l'appartement, les pompiers conclurent qu'il ne s'agissait pas d'un départ de feu accidentel, mais probablement d'un incendie criminel. Des traces de liquide inflammable, la manière dont le feu s'était propagé, tout indiquait un acte intentionnel. Aucun voisin ne fut blessé, mais les murs furent noircis. Des traces noires de suie, la peinture boursouflée, une odeur de brûlé. L'étage était rempli de fumée. Après l'intervention des pompiers, des réparations étaient nécessaires, mais les dommages s'arrêtaient là. Le logement était loué. Les propriétaires furent prévenus de l'incident. On les appela au milieu de la nuit, les réveillant. Le lendemain, ils arrivèrent pour évaluer les dégâts, réparer l'appartement et le remettre en location. Ils ne savaient pas où se trouvait le locataire, son téléphone ne répondait pas, il n'ouvrait pas la porte. En somme, rien de bien spécial ne s'était produit. Il fallait refaire les finitions et changer une partie du mobilier. Un travail de routine après un incident mineur. Au cours de cette tâche, les propriétaires décidèrent d'inspecter toute la propriété pour vérifier si autre chose avait été endommagée. Ils remarquèrent un ancien bunker à charbon situé au fond de la cour intérieure, une petite construction qui n'était plus utilisée depuis longtemps. De l'extérieur, tout semblait normal, la porte était fermée, les murs intacts. Cependant, ils virent que dans un coin discret du bunker se trouvait un tapis enroulé, poussiéreux, noirci. Cet objet appartenait au propriétaire, mais avait disparu depuis longtemps, ils l'avaient même oublié. Ils décidèrent donc de le récupérer et de le nettoyer avant de le remettre au sol dans l'appartement. En déroulant le tapis, ils comprirent que c'était une mauvaise idée. L'odeur fut la première à frapper, lourde, douceâtre,
insupportable. À l'intérieur se trouvaient les restes d'une personne, son apparence en disait long. Les suites du temps étaient très avancées, laissant peu de choses intactes. L'un des propriétaires recula, l'autre se figea. Puis quelqu'un sortit en courant dans la rue, un autre attrapa son téléphone. Les forces de l'ordre furent immédiatement appelées sur les lieux et emportèrent la triste découverte pour une expertise. Le périmètre fut bouclé, les experts de la police scientifique commencèrent leur travail. Il devint immédiatement évident qu'il s'agissait de la victime d'un traitement d'une grande dureté. Son état parlait de lui-même. Il était clair qu'on avait agi avec une grande brutalité, sans retenue. Après expertise, la confirmation tomba. Il s'agissait des restes de Sonia Forsyth. L'ADN correspondait aux échantillons des parents. En recoupant l'heure de la disparition et les informations des propriétaires, on découvrit qu'à cette époque, un jeune homme nommé James Craig vivait ici. Il était alors très jeune. Calme, poli, il travaillait dans le magasin de sa mère. Il n'avait pas eu de démêlé avec la justice, du moins jusqu'à présent. Les voisins n'avaient rien de mal à dire sur lui. On réussit à le localiser en Angleterre. Le jeune homme s'était enfui à Liverpool, vraisemblablement juste après avoir incendié l'appartement qu'il louait. Sa trace avait été perdue pendant près de 5 ans. Le 2 avril, la police s'y rendit pour arrêter le jeune homme. Ils le trouvèrent à l'adresse indiquée, frappant à sa porte tôt le matin. Les détectives découvrirent qu'à l'époque de la disparition de Sonia Forsyth, il vivait dans cet appartement et travaillait dans un magasin voisin. Le magasin appartenait à sa mère, une petite échoppe où l'on vendait des cigarettes, des bonbons et des babioles. James nia les faits. Il parlait calmement, regardait droit dans les yeux et répondait aux questions sans hésiter. Les enquêteurs interrogèrent donc les voisins et les propriétaires du logement loué. Ils fournirent des informations précieuses. Une des voisines raconta que la nuit de la disparition de Sonia, elle avait vu une jeune fille ressemblant à Sonia venir voir ce jeune homme. Ils se tenaient près de l'entrée, discutaient et fumaient dans la rue. La femme se souvint de la scène car elle lui avait paru étrange. En raison de leur grande différence apparente, le couple semblait très inhabituel, un jeune homme adulte et une très jeune fille. C'est pourquoi la femme les observa longuement depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle les vit discuter, rire, vit James sortir des cigarettes et en offrir à la jeune fille. Puis elle vit par la fenêtre la jeune fille entrer dans l'appartement de James. Par la fenêtre, la voisine remarqua que les jeunes gens s'étaient assis sur le canapé et discutaient. La jeune fille semblait calme, pas effrayée. Ce qui se passa ensuite dans l'appartement resta un mystère, du moins pour le moment. Quelques minutes plus tard, James se leva, s'approcha de la fenêtre et tira les rideaux. Un geste banal, mais la voisine s'en souvint. Après cela, elle ne vit plus rien. Les autres voisins déclaraient qu'ils sentaient une odeur désagréable depuis des années, mais n'arrivaient pas à en trouver la source. Certains parlaient d'une odeur venant de la cave, d'autres de la ventilation. Ils supposaient que la cause était une canalisation défectueuse ou de mauvais tuyaux. Ils avaient appelé un plombier à plusieurs reprises, l'artisan venait, inspectait les tuyaux, vérifiait le système, mais ne parvenait jamais à déterminer l'origine de l'odeur. Il haussait les épaules, repartait, et l'odeur persistait. Les gens ne savaient tout simplement pas quelle odeur spécifique une telle situation pouvait dégager. C'est ce qui permit de cacher ce qui avait été dissimulé jusqu'à ce que les effets du temps soient presque complets. Les années passèrent, l'odeur devint un bruit de fond familier auquel on ne prêtait plus attention. James Craig avait déjà été interrogé à plusieurs reprises par la police. Il avait été convoqué pour des interrogatoires en 1991, puis en 1996. À chaque fois, il maintenait qu'il n'était pas impliqué dans les événements, qu'il n'avait jamais senti d'odeur désagréable et qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Sonia Forsyth. Il parlait de manière convaincante, sans tremblement dans la voix, sans nervosité. La direction du commissariat local découvrit que, dans les 2 semaines suivant la disparition de la jeune fille, l'équipe de recherche avait fouillé les abords de cet immeuble. On ne comprenait pas comment ils avaient pu manquer une odeur aussi forte et spécifique. Pourquoi ils n'avaient pas trouvé ce qui était enroulé dans un tapis gisant à quelques dizaines de mètres de l'entrée.
Tentant d'expliquer comment ils avaient pu manquer la découverte, le chef de l'équipe de recherche déclara qu'à ce stade, lorsque les maisons et leurs environs étaient inspectés dans ce quartier, tout le monde pensait que Sonia était encore en vie et on ne cherchait pas de traces d'un drame. Il cherchait une jeune fille vivante, dans les caves, les greniers, au coin des rues. On n'avait tout simplement pas prêté attention à l'odeur, croyant le jeune homme sur parole. Il avait dit ne rien sentir, on l'avait cru. Il est possible que l'odeur n'ait pas encore été si forte à ce moment-là, bien que cela semble peu probable. Il s'agissait de la période estivale, où les processus sont les plus rapides. Juillet, la chaleur, et des conséquences dissimulées dans un espace confiné. L'appartement et ses environs furent inspectés plusieurs fois, en groupe, avec des chiens, avec des lampes torches. Les détectives avaient même parlé personnellement à James Craig. Il avait admis avoir vu Sonia le soir de sa disparition. Ils avaient fumé ensemble, discuté. La voisine avait également déjà déclaré avoir vu la disparue près de son entrée, mais pour une raison inconnue, personne n'y avait prêté une attention sérieuse. On l'a consignée dans le rapport, classée dans un dossier, et on n'a pas creusé plus loin. Tout cela ressemblait à de la simple négligence de la part des policiers. Ils avaient manqué l'évidence, n'avaient pas posé les bonnes questions, n'avaient pas vérifié 2 fois. Le principal suspect niait que la jeune fille soit entrée dans son appartement. Personne n'allait vérifier ses dires. Il n'y avait pas de motif, pas de mandat, pas de soupçon. Le jeune homme feignait habilement d'être préoccupé par la disparition de la jeune fille et aidait même aux recherches. Il sortait avec les groupes de volontaires, collait des affiches, demandait à ses connaissances si quelqu'un avait vu Sonia. Il s'intéressait activement aux nouvelles de l'enquête auprès de la famille de la disparue. Lorsque les proches venaient au magasin où il travaillait, et ils y venaient régulièrement, le magasin était proche, familier, il leur parlait avec compassion et sympathie, leur offrait des bonbons, gratuitement, en signe de soutien. La mère de Sonia prenait les bonbons, le remerciait, sans se douter de rien. Lorsque l'enquête fut rouverte en 1996 et que les restes n'avaient pas encore été retrouvés, le jeune homme fut de nouveau interrogé par les forces de l'ordre, en tant que l'un des témoins. Cette fois, les détectives furent plus insistants, posèrent des questions plus directes, ne le laissèrent pas partir si facilement. Personne ne doutait plus que Sonia n'était plus de ce monde. Trop de temps avait passé. Néanmoins, il réussit à nouveau à détourner les soupçons. Il répondait calmement, sans se troubler, sans se contredire. Cependant, cela eut un effet. Le jeune homme paniqua après leur départ, comprenant que l'étau se resserrait et qu'il pourrait revenir avec un mandat. C'est pourquoi il mit le feu, puis s'enfuit à Liverpool, dans l'espoir d'effacer ses traces. Il pensait que le feu détruirait les preuves, réduirait l'appartement en cendres. Il commit une erreur avec cet incendie, ce qui attira encore plus l'attention sur lui et permit de découvrir ce qui était advenu de la victime. S'il était simplement parti discrètement, l'affaire serait peut-être restée non élucidée. Mais l'incendie suscita l'intérêt, amena les propriétaires sur les lieux et les poussa à inspecter la propriété. Fin mars 1996, du sang fut découvert dans 2 armoires de l'appartement. Les taches étaient anciennes, incrustées, mais les méthodes modernes permirent de les analyser. L'analyse révéla plus tard que ce sang appartenait à la défunte. Cela signifiait que la jeune fille s'y était trouvée pendant un certain temps. Vivante ou déjà non, on l'ignorait. Peut-être l'avait-il gardée dans l'armoire, cachée, en attendant la nuit. Le tapis, dont parlaient les propriétaires, avait mystérieusement disparu juste après la disparition de Sonia. Les propriétaires s'en souvenaient, il était posé sur le sol de l'appartement, puis il avait disparu. James avait dit qu'il l'avait jeté car il était usé. De plus, un tisonnier en métal portant des traces suspectes fut découvert. Il gisait dans un coin derrière un vieux fauteuil, couvert de poussière. Après expertise, on confirma que ce sang appartenait à la victime. L'objet utilisé lors des faits. Pourquoi les policiers n'avaient-ils pas inspecté plus minutieusement les environs de l'appartement, se limitant à des perquisitions à l'intérieur, reste un mystère. Une inspection formelle, une coche dans un rapport, aucune méticulosité. Si l'auteur des faits n'avait pas organisé l'incendie du logement qu'il louait, il n'est pas exclu que l'affaire soit restée non résolue jusqu'à ce jour. Les restes auraient pu rester là pendant des décennies.
James fut arrêté et inculpé pour les événements concernant Sonia Forsyth. Pendant qu'on l'emmenait, il restait silencieux, le regard fixé par la fenêtre de la voiture. Lorsque les restes furent minutieusement analysés, tous les échantillons prélevés et toutes les expertises réalisées, ils furent remis à la famille. Un peu plus de 2 semaines après la découverte du tapis, la famille put enfin mettre la dépouille en terre. Une petite procession funéraire, peu de monde, des sanglots étouffés. Tout cela fut un véritable choc pour Audrey, mais aussi une sorte de soulagement. Elle savait enfin ce qui était arrivé à sa fille aînée. Savoir est terrible, mais ne pas savoir est encore pire. La plupart des proches de disparus affirment qu'il est psychologiquement beaucoup plus difficile de vivre dans l'incertitude, sans savoir ce qui est arrivé à un être cher. L'espoir est une torture plus grande que la vérité. Après ces événements, la famille Forsyth ne put continuer à vivre dans leur ancienne maison, où l'événement tragique avait eu lieu si près, au coin de la rue, à quelques centaines de mètres. Chaque fois qu'ils sortaient, ils voyaient cette maison, cette rue, et il y avait trop de souvenirs de la défunte ici, sa chambre, ses affaires, les endroits où elle se promenait. C'est pourquoi ils déménagèrent dans un autre quartier, plus loin. Le 21 avril 1998, James Craig comparut devant le tribunal, accusé des faits concernant Sonia Forsyth. La salle était comble, il n'y avait pas assez de place, des gens se tenaient debout dans les allées. Le procureur présenta sa version des faits. Il parla de manière claire, méthodique, sans émotion superflue. Il avait été très difficile d'obtenir ces informations, ce qui avait retardé le procès de 2 ans. Ils avaient très peu d'éléments. Les restes étaient restés trop longtemps, les preuves s'étaient effacées, les témoins avaient oublié les détails. Il a fallu rassembler les informations bribe par bribe, reconstituer le tableau à partir d'éclats. Ce soir fatidique, Sonia se rendait de chez elle chez une amie lorsqu'elle rencontra un jeune homme plus âgé, James, qui attira son attention. Peut-être l'a-t-il interpellée, peut-être s'est-elle arrêtée d'elle-même. Ils fumèrent, discutèrent. Le jeune homme était charmant, parlait avec aisance, plaisantait. Il l'a attirée chez lui sous un prétexte quelconque, écouter de la musique, prendre quelque chose, peu importe. Là, il s'en est pris à elle. On suppose que le jeune homme l'a forcée à quelque chose qui la mettait dans une position très vulnérable, ce qui constituait le mobile. Malheureusement, l'état des restes était si déplorable qu'il fut impossible de confirmer cette théorie avec certitude. Les traces du temps ne permettaient plus de réaliser les analyses nécessaires. La jeune fille a ensuite subi un traitement d'une violence extrême avec un tisonnier. En métal, lourd, avec une extrémité pointue. Son état en disait long sur la nature des événements. De multiples gestes, l'un après l'autre. Après qu'elle eut perdu connaissance, l'agresseur cacha d'abord ce qui restait d'elle dans une armoire. Il l'y plaça, ferma la porte et attendit la nuit. Ce n'est qu'après, à la nuit tombée et une fois la rue déserte, qu'il l'enveloppa dans le tapis, celui-là même qui se trouvait sur le sol de la pièce, et le transporta dans la cour intérieure. Il le cacha dans le bunker à charbon situé au fond. Il ferma la porte, repartit, et se comporta comme si de rien n'était. Compte tenu de l'ancienneté des faits, il n'y avait pratiquement aucune preuve directe contre le jeune homme. Cependant, grâce aux témoignages, la voisine ayant vu Sonia près de l'entrée, d'autres personnes confirmant le comportement étrange de James à cette époque, le parquet n'avait aucun doute que James Craig avait commis cet acte horrible. À cela s'ajoutaient de nombreux faits indirects découverts par l'équipe de recherche. Curieusement, la négligence des policiers fut à peine mentionnée et resta impunie. Personne ne fut tenu pour responsable d'avoir manqué la découverte, de ne pas avoir prêté attention à l'odeur, d'avoir cru le suspect sur parole. Le sujet fut étouffé, mentionné en passant, avant de passer rapidement à autre chose. Du côté de l'accusation, l'expert qui avait examiné les restes, le tapis et le tisonnier trouvés dans l'appartement, témoigna au procès. Il parla d'un ton sec, en langage scientifique, montrant des photographies et des schémas. Il confirma que les marques sur le crâne de la victime étaient de forme identique à cet instrument. Elles coïncidaient en largeur, en profondeur et en direction des gestes. Malgré les preuves convaincantes, Craig maintint qu'il n'avait rien fait à Sonia. Il était assis calmement, regardant droit devant lui, secouant parfois la tête. Cependant,
Le jeune homme admit que la nuit de la disparition, ils s'étaient rencontrés par hasard dans la rue et qu'elle lui avait demandé une cigarette. Ils avaient engagé la conversation comme cela arrive. James n'avait pas refusé, avait sorti un paquet et lui en avait offert une. Ils vivaient dans le même quartier, se croisaient de temps en temps dans les rues, dans les magasins, mais ne se parlaient pas beaucoup, si bien qu'ils ne connaissaient même pas son nom. Juste une fille de la maison voisine. L'accusé reconnut qu'après cela, Sonia l'avait accompagné dans un bar local, de l'autre côté de la rue. Un petit établissement où tout le monde se connaissait. Là, il avait acheté des cigarettes pour sa mère ainsi que quelques canettes de bière pour lui-même. Un achat ordinaire, rien de spécial. Il confirma les dires de la voisine qui les aurait vus devant l'appartement. Oui, ils étaient là, à fumer, à discuter. Pendant ce temps, ils avaient encore fumé, fini leur bière. Le jeune homme déclara que Sonia l'avait raccompagné en sortant du bar, qu'ils avaient marché ensemble, mais il nia qu'elle soit entrée dans son appartement. Il insista. Elle était restée dans la rue. L'accusé affirma lui avoir dit au revoir quelques minutes plus tard, près de l'entrée, et que plus tard, en sortant sur le balcon pour fumer, il avait vu Sonia en compagnie de 2 autres filles assises sur le rebord de la fenêtre d'une maison abandonnée non loin de là. Elles bavardaient, riaient comme le font les jeunes. James ne put expliquer la présence du sang de la victime dans l'appartement qu'il louait. Il gardait le silence, haussait les épaules, regardait son avocat. Il ne proposa aucune version. Selon l'accusation, l'accusé mentait, car l'expert avait pu relier les taches de sang découvertes à l'intérieur de l'appartement aux échantillons d'ADN des parents de la jeune fille. Les méthodes modernes ne laissaient aucun doute. Les traces trouvées dans l'armoire et sur le tapis dans lequel les restes étaient enveloppés se révélèrent identiques et correspondaient également aux profils ADN obtenus des parents biologiques de la victime. La probabilité d'une erreur était infime. Le procès dura 2 semaines. Témoins, experts, avocats, procureurs, tous prirent la parole, présentèrent des preuves, contestèrent, objectèrent. Heureusement, il fallut beaucoup moins de temps aux jurés. Ils se retirèrent pour délibérer et revinrent une demi-heure plus tard. Il ne leur fallut qu'une demi-heure pour déclarer James Craig coupable des faits concernant Sonia Forsyth. Le verdict fut unanime. Lors de la phase finale des audiences, la salle du tribunal était bondée. Tout le monde voulait voir la fin, entendre la sentence, obtenir justice. L'un des spectateurs, lorsque le juge lisait le verdict, ne put se retenir et cria à James « Brûle en enfer !» La sécurité sursauta, mais l'homme fut rapidement calmé. Les gens étaient choqués par sa cruauté et son indifférence face à ce qui s'était passé. Il était assis, le visage de pierre, ne montrant aucune émotion, ne baissant pas les yeux. Un homme, qui avait des filles à peu près du même âge que Sonia, voulut s'en prendre au coupable. Il se leva d'un bond, fit un pas en avant. Seuls ses amis qui l'accompagnaient dans la salle l'empêchèrent de passer à l'acte. Ils le saisirent par les bras, le tirèrent en arrière, le persuadant de s'asseoir. James fut condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui s'avéra être une peine juste. Le juge lut le verdict d'une voix claire, sans hésitation. La salle poussa un soupir de soulagement. Après le prononcé du verdict, l'un des détectives qui avait enquêté sur la disparition de la jeune fille depuis le début avoua aux journalistes qu'ils avaient effectivement pu commettre certaines erreurs. Il parlait avec difficulté, pesant ses mots. Les erreurs étaient dues au fait qu'initialement Sonia Forsyth était considérée comme disparue et vivante. On cherchait une jeune fille vivante, pas la confirmation d'un drame. De plus, on n'avait pas accordé suffisamment d'attention aux abords de l'appartement où, des années plus tard, on avait trouvé le tapis avec les restes. Ils avaient inspecté superficiellement, n'avaient pas regardé dans le coin, n'avaient pas ouvert la porte du bunker. Une procédure standard, mais insuffisante. Malheureusement, l'histoire du coupable ne s'arrêta pas là. À l'indignation générale, James fut libéré de prison en 2019. Il avait purgé 23 ans et bénéficiait d'une libération conditionnelle. Conduite exemplaire, aucune plainte, la commission avait décidé de lui donner une chance. Il s'installa dans un foyer pour anciens détenus à Portadown, un petit bâtiment avec des gardiens, sous surveillance, mais c'était tout de même la liberté. Après ce qui est arrivé à Sonia, sa mère Audrey avait commencé à tenir une page sur les réseaux sociaux, dès leur popularisation.
d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. Elle publia des photos de sa fille, écrivait combien elle lui manquait, combien c'était dur. En 2019, la femme écrivit un message où elle avouait qu'elle avait du mal à supporter chaque anniversaire de la disparition tragique de sa fille aînée. Chaque année, c'était la même chose, des larmes, des souvenirs, une douleur qui ne s'estompait pas. Cependant, cette année-là, c'était encore plus difficile. L'homme responsable, qui avait commis un acte terrible, était en liberté. Il marchait dans les mêmes rues, respirait le même air. Elle était horrifiée à l'idée que toutes les personnes qui l'entouraient étaient désormais en danger. Elle l'écrivait ouvertement, sans mâcher ses mots. La femme n'hésitait pas dans ses expressions en faisant ses publications. Elle le qualifiait de monstre, d'inhumain. Curieusement, même là, l'histoire n'était pas terminée. À peine 2 ans plus tard, James Craig fut de nouveau arrêté. Les menottes, la voiture, de nouveau le commissariat. On découvrit qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, avant même l'événement tragique concernant Sonia, il s'en était pris à 2 autres très jeunes personnes. Il les avait approchées et avait tenté de les contraindre à des actes dégradants pratiquement au même endroit, dans le même appartement où il avait plus tard agi contre Sonia Forsyth. Le même canapé, les mêmes murs. Pour ces faits, James reçut une peine encore plus clémente. Quelques années, pas plus. Le tribunal argua que ces actes avaient été commis avant sa condamnation pour les faits concernant Sonia. Par conséquent, la loi ne pouvait pas considérer cela comme une récidive. Formellement, il était sans antécédent au moment des faits, bien que moralement, il fut depuis longtemps une personne dangereuse. D'autres jeunes victimes de cet homme, qu'il avait importuné et même contrainte à des actes terribles dans l'appartement où il avait agi contre Sonia, se manifestèrent. Des jeunes filles, devenues adultes, trouvèrent le courage de parler. Mais James niait tout, secouait la tête, disait ne pas se souvenir, que ce n'était pas vrai. Pour ces épisodes, il ne put être poursuivi faute de preuves. Trop de temps avait passé, il n'y avait pas de preuves, seulement sa parole contre la leur. Seulement 2 ans plus tard, l'homme se retrouva de nouveau en liberté. Il sortit discrètement, sans faire de bruit. De nouveau le foyer, de nouveau la surveillance, de nouveau la vie en liberté. La famille Forsyth apprit la nouvelle le jour du 32e anniversaire de l'événement tragique concernant leur fille. Une coïncidence cruelle, comme une mauvaise blague. Sa sœur, Nikki, était alors une femme adulte, avec sa propre famille. Elle donna une interview dans laquelle elle déclarait qu'il lui était insupportable de penser que cet homme se promenait librement dans les rues de Belfast, qu'il pouvait entrer dans un magasin, prendre le bus, passer devant une école. La sœur insistait pour que tous ceux qui voyaient James se tiennent à l'écart de lui et ne le laissent pas s'approcher de leurs proches. Elle prévenait ouvertement, publiquement. Selon elle, de toute façon, les forces de l'ordre ne sauveront personne. Elles n'ont déjà pas réussi à la sauver une fois. Elles ne le feront pas à nouveau.